Et si tout ça, tout ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous ressentons, n'était pas authentique? Et si notre réalité n'était qu'une construction informatique incroyablement avancée? C'est la question vertigineuse qui est au cœur de notre enquête aujourd'hui, une plongée dans la nature même de notre existence. Cette idée, qui semblait tout droit sortie de la science-fiction, a été propulsée dans le débat public par des figures comme Elon Musk. Quand il lance une affirmation aussi audacieuse, ça transforme une simple hypothèse en une question que les plus grands esprits de notre époque, ils commencent à la prendre très au sérieux. Parce que, attention, au-delà des citations chocs, il y a de vrais arguments philosophiques, et même des indices troublants qui viennent directement de la physique. C'est là qu'on va creuser aujourd'hui. On va aller au-delà de la surface pour explorer les fondations de cette théorie fascinante. Alors, voici notre plan d'enquête. D'abord, on va décortiquer l'argument qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on partira à la recherche de preuves cachées dans les lois de l'univers. Après ça, on donnera la parole aux sceptiques. Et pour finir, on essaiera de voir ce qu'on peut en conclure. Bon, commençons par le commencement. Pour comprendre cette hypothèse, il faut d'abord s'intéresser à sa logique, parce que ce n'est pas juste une intuition, c'est un argument remarquablement bien structuré. C'est le philosophe Nick Bostrom qui a tout formalisé en 2003, avec un trilemme assez génial. Pensez-y comme ça. Il dit qu'une de ces trois choses doit forcément être vraie. Option 1, les civilisations, toutes sans exception, s'éteignent avant de devenir assez avancées pour créer des simulations parfaites de la réalité. C'est possible. Option 2, les civilisations deviennent super avancées, mais pour une raison ou une autre, elles n'ont aucun intérêt à simuler le passé. Maintenant, le truc, c'est que si ces deux options sont fausses, il ne reste que l'option 3, l'univers est rempli de milliards de simulations. Et dans ce cas, statistiquement, la probabilité que nous soyons dans la seule et unique vraie réalité de base est quasi nulle. Ok, la logique est posée. Maintenant, mettons notre casquette de détective. Si notre monde est un programme, est-ce qu'on ne devrait pas trouver des traces, des sortes de bugs dans le code cosmique? Le premier indice potentiel, c'est ce que les physiciens appellent l'ajustement fin de l'univers. En gros, les lois fondamentales de la physique semblent régler avec une précision, mais une précision extraordinaire, juste ce qu'il faut pour que la vie puisse exister. Si on changeait un tout petit truc, un détail infime, rien de tout ça n'existerait. Prenez ce chiffre, 26. C'est le nombre de paramètres de base de notre univers, comme la force de la gravité ou la charge de l'électron. Si un seul d'entre eux a été différent, même d'une fraction de rien du tout, pouf, pas d'étoiles, pas de chimie complexe et donc pas de nous pour en parler. Pour certains, c'est un indice troublant que ces paramètres ont été en quelque sorte choisis. Le deuxième indice nous emmène dans le monde complètement fou de la physique quantique. Son comportement est si bizarre, si contraire à notre intuition, que ça pourrait être une sorte d'optimisation. Un peu comme un jeu vidéo qui ne calcule les détails d'un paysage que lorsque le joueur regarde dans cette direction pour économiser des ressources. Alors là, accrochez-vous. C'est l'une des expériences les plus déroutantes de toute la science. Quand on envoie un électron vers deux fentes, il ne se comporte pas comme une bille, non. Il se comporte comme une onde, et il passe par les deux fentes en même temps. Étrange, mais c'est la physique quantique. Le plus fou, c'est que si on place un détecteur pour regarder par quelle fente il passe, l'électron change subitement de comportement. Il décide de redevenir une particule et de ne passer que par une seule fente. C'est comme si l'univers ne se donnait la peine de calculer la réalité en détail que lorsqu'une conscience l'observe. Et c'est exactement ce que soulignent des physiciens comme Max Tegmark. Si notre univers peut être entièrement décrit par des lois mathématiques, par des équations, alors l'idée qu'à son niveau le plus profond, il soit juste de l'information, un gigantesque calcul, ça devient soudain beaucoup moins farfelu. Bon, on a exploré les indices à charge, mais maintenant il est temps de passer de l'autre côté du miroir. La science se nourrit de doutes, et l'hypothèse de la simulation fait face à des objections très sérieuses. L'objection la plus fondamentale, c'est que cette hypothèse n'est peut-être tout simplement pas scientifique. En science, une théorie doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir imaginer une expérience qui pourrait prouver qu'elle est fausse. Or, comment pourrait-on prouver qu'on n'est pas dans une simulation? C'est impossible par définition. Comparons avec la relativité d'Einstein. Elle a fait des prédictions, comme la courbure de la lumière, qu'on a pu vérifier. L'hypothèse de la simulation, elle, ne prédit rien de nouveau. Elle se contente de réinterpréter ce qu'on sait déjà. Et pour beaucoup de scientifiques, ça la place directement dans la catégorie de la pseudo-science. Et il y a d'autres objections, plus terre à terre. D'abord, le coût en énergie. Simuler notre univers jusqu'au dernier atome demanderait plus de ressources que l'univers lui-même. C'est un peu paradoxal. Ensuite, la motivation. Pourquoi une civilisation avancée s'embêterait à faire ça? Et enfin, certains craignent que cette idée nous mène à une sorte de nihilisme, où la vie perdrait tout son sens si elle n'était que du code. Mais il y a une critique encore plus subtile, une faille logique pointée par le philosophe Paul Franceschi.
En gros, la conclusion effrayante de Bostrom ne tient que si on fait une supposition bien précise et complètement arbitraire sur le type de simulation qui existerait. L'argument de Bostrom fonctionne seulement si on fait partie des simulations qui ignorent leur nature. Mais imaginons que la plupart des simulations créées soient par exemple conscientes qu'elles sont simulées, ou alors qu'elles soient pleines de bugs évidents. Puisque ce n'est a priori pas notre cas, eh bien l'argument statistique ne s'applique plus à nous. La conclusion alarmante s'évapore. Tout dépend de la supposition qu'on fait au départ, et cette supposition est arbitraire. Alors, après avoir exploré les indices et les objections, où en est-on ? La question n'est peut-être pas de trouver une réponse définitive, mais plutôt de comprendre ce que tout ce débat révèle sur nous. Faisons le bilan de notre enquête. D'un côté, on a un univers qui semble réglé comme une horloge suisse, des bugs quantiques qui nous dépassent et une réalité qui semble écrite en langage mathématique. De l'autre, on a une hypothèse impossible à réfuter, un coût énergétique qui paraît infini et un argument logique qui est peut-être bancal dès le départ. Finalement, qu'on soit dans une simulation ou pas, la véritable valeur de cette idée, c'est peut-être qu'elle nous force à nous poser les bonnes questions. Elle nous pousse à redéfinir ce que signifie être réel. C'est un outil philosophique incroyable pour élargir les frontières de notre imagination. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si l'amour, la joie, la souffrance, si la conscience elle-même peut exister à l'intérieur d'un programme, est-ce que ça les rend moins réels ? Est-ce que la nature du support, qu'il soit fait d'atomes ou de bits d'information, change vraiment la valeur de notre expérience ? La question reste ouverte.